sommet du G7 qui s'ouvre samedi à Biarritz aura pour thème principal la lutte contre les inégalités, un sujet qui devrait vite être éclipsé par une actualité internationale chargée. L'entreprise américaine Uber lorgne sur les services publics à la recherche de nouveaux débouchés pour maintenir son développement. L'application commerciale noue des partenariats avec des structures publiques, une approche qui suscite de vives inquiétudes. La forêt amazonienne en proie à des incendies sans précédent. Depuis 17 jours, un feu ronge la jungle devant l'impuissance des secours. Un drame qui s'inscrit dans une année particulièrement meurtrière pour le poumon de la planète. Madame, Monsieur, bonsoir. Le G7 démarre dans 2 jours et a pour thème principal la lutte contre les inégalités, un sujet qui devrait être largement dépassé par les crises qui secouent les relations internationales depuis plusieurs mois. Un G7 contre les inégalités, à regarder de près la page de l'événement hébergé par le site de l'Elysée, on se croirait presque à Davos. Lutte pour l'égalité homme-femme, participation des, je cite, grandes démocraties, réunion éco-responsable. Cette 45e édition a, sur le papier, des faux airs d'altermondialisme ou tout au moins de progressisme assumé. Mais à regarder de plus près, le descriptif élyséen semble surtout s'apparenter à des vœux pieux, sinon à une stratégie de communication. Au programme, samedi soir, un dîner informel entre les chefs d'État, suivi dimanche par une session de travail sur le thème de la lutte contre les inégalités. Seront alors reçus dans l'après-midi des pays d'Afrique, puis en début de soirée des délégations venues d'Espagne, d'Australie, du Chili et d'Inde. Lundi, les travaux des 7 porteront sur les questions d'environnement et l'après-midi sera consacré à des entretiens bilatéraux. Vous l'aurez compris, les principaux enjeux et échanges importants résideront dans les discussions informelles de début de sommet et dans les échanges bilatéraux de fin. Et pour cause, le thème des inégalités n'est pas vraiment très adapté à l'ADN du G7, à savoir 7 des pays les plus riches et développés au monde qui discutent de la résolution de leurs problèmes financiers et économiques. Les enjeux principaux de la rencontre résideront donc en réalité plus sur les grands sujets du moment, comme la résolution de la crise syrienne et de la crise libyenne, l'avenir de la Russie, qui a été écarté de ses sommets depuis la crise ukrainienne de 2014. À cela s'ajoutent les dossiers sensibles du nucléaire iranien ou encore la taxation des GAFA, sans oublier le dossier chaud du Brexit, dans lequel seront impliqués aussi bien les États européens que Washington. Parmi les sujets brûlants également, la crise politique italienne. Alors que le pays vient de voir son président du Conseil démissionner, l'UE s'inquiète de la montée en force de la Ligue, tout autant que de la place du mouvement 5 étoiles de formation politique, qui goûte finalement assez peu des contraintes budgétaires bruxelloises. Des sujets d'ordre internationaux et européens, aussi passionnants qu'importants, mais qui n'ont finalement pas vraiment de rapport avec la question initiale des inégalités prévues pour ce G7. L'enjeu pour Emmanuel Macron est également de taille. Insister sur la question des inégalités et ainsi polisser son image en France, tout en tentant de se placer en arbitre dans les affaires internationales. Une démarche qui devrait passer par l'affirmation de la volonté du président français de soutenir un retour de la Russie dans le groupe, ainsi qu'une tentative d'apaisement de la crise irano-états-unienne. Au niveau européen, le numéro macronien s'annonce également compliqué puisque le président devra maintenir le cap bruxellois, sachant que l'UE dont il rêve est attaqué de toutes parts, à l'ouest par le Brexit et à l'est par l'Italie. À cela s'ajoute évidemment son fameux couple franco-allemand avec la chancelière Merkel qui n'a finalement pas grand-chose d'un couple. Le G7 sur les inégalités ne portera donc certainement pas vraiment sur ce sujet. Reste à voir de quels accords et de quelles perspectives il accouchera. Certains esprits chagrins n'y croient d'ailleurs déjà plus du tout et estiment que le G7 est déjà mort, largement remplacé par le G20 qui intègre, lui, les nouvelles puissances économiques. Le géant américain Uber lorgne sur les services publics alors que l'entreprise d'applications commerciales entend étendre son influence dans divers secteurs économiques. Sa stratégie le pousse désormais vers une forme de collaboration directe avec les États. Se dirige-t-on vers une ubérisation des services publics alors que l'entreprise d'application à destination commerciale Uber étend son emprise dans le monde à travers un modèle permettant aux clients d'être mis en contact avec un prestataire de services sans intermédiaire, si ce n'est Uber, de manière quasiment instantanée, ce géant de la Silicon Valley s'attaque désormais au secteur public. Le PDG d'Uber affirmait d'ailleurs en mai 2018 vouloir devenir l'Amazon des transports, impliquant un service de transport varié, allant du vélo à l'hélicoptère en passant par la moto et la trottinette, mais apparemment également en incluant un panel Uber de trains et de bus. Et pour cela, rien de tel que de se pencher sur les marchés des transports collectifs, souvent l'apanage de structures publiques.
Au dire du géant américain, il ne s'agit pas d'une attitude concurrentielle, mais bien d'une offre de soutien et de complément. Pour cela, Uber a intégré à son application des fils d'information transport dans des villes comme Londres et Boston. À Denver, l'application permet d'acheter directement ses billets de train. Plus étonnant, dans le Colorado, Uber propose des bus pour 12 personnes afin de mutualiser les trajets subventionnés par la ville. Au Canada, une agglomération a même préféré nouer un partenariat avec Uber plutôt que de créer de nouvelles lignes de bus. En France, c'est à Nice qu'une expérience publique-privée a été menée avec Uber. Ainsi, la régie Ligne d'Azur, qui gère les transports de la ville, propose un service nocturne de transport à la demande opéré par la société états-unienne. Une autre expérience analogue de transport a également eu lieu à Rouen en juin, à l'occasion du grand rassemblement de voiliers de l'Armada. Le groupe Uber affirme être en contact avec de nombreuses entités locales intéressées par ces services. Son concurrent Lyft, américain également, s'intéresse aussi à ce marché, laissant présager une guerre pour le moins étonnante pour obtenir des concessions des services publics. La tendance, elle, a de quoi inquiéter, et pour cause, le démantèlement des services publics opéré par les gouvernements successifs en France s'est avéré très négatif pour toute une partie du territoire qui se trouve bien souvent isolée. Avec l'arrivée d'Uber et consorts, de nouvelles questions vont se poser comme la gestion des données publiques récoltées par l'entreprise, mais surtout leur utilisation. L'arrivée d'acteurs étrangers pour gérer des services publics qui existent déjà dans certains secteurs peut aussi laisser songeur. Les intentions et la conduite éthique de ces structures posent évidemment question. Ainsi, l'arrivée anarchique de trottinettes et vélos issus de ces applications commerciales dans les rues des grandes agglomérations a créé un chaos qui a nécessité l'intervention des pouvoirs publics. Difficile de confier à de telles compagnies les rênes de services publics aussi importants que les transports. Le chiffre d'affaires d'Uber au second trimestre 2019 affiche une perte nette de plus de 5 milliards de dollars et invite donc à la prudence. Pressé de se refaire la cerise et de riposter face à la concurrence, le géant américain multiplie les initiatives afin de diversifier son offre commerciale et d'être moins dépendant de son activité initiale de chauffeur de VTC. L'Amazonie s'embrase. Depuis plus de 2 semaines, un gigantesque incendie ravage la forêt sur le territoire brésilien. Une catastrophe qui s'inscrit dans une année noire où les feux ont augmenté de plus de 80% depuis janvier. Avec sa superficie de 5,5 millions de kilomètres carrés, dont plus de 3 millions au Brésil, la forêt amazonienne héberge plus de la moitié de la biodiversité mondiale et absorbe 14% des émissions de CO2. Malgré ce gigantisme, le poumon vert est menacé. Si les incendies ont toujours rythmé la vie de ces espaces, la cadence des flammes s'est accélérée ces derniers mois. Depuis janvier, ils ont bondi de plus de 83% par rapport à 2018, avec plus de 72 000 départs de feu recensés par l'INPE, l'Institut national de recherche spatiale brésilien. Au mois de juillet, plus de 1300 km² ont été détruits par les flammes, l'équivalent de la surface du Luxembourg. Le 19 août dernier, les fumées de l'incendie qui court désormais depuis près de 3 semaines ont même plongé Sao Paulo dans le noir, alors même que la ville est à 2700 km. Une catastrophe qui pousse de nombreux commentateurs à pointer du doigt le nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro, favorable à l'utilisation de ces terres. En effet, si la sécheresse favorise tout particulièrement les incendies, cette année n'est pas particulièrement aride. En revanche, l'exploitation de la forêt complique sérieusement la situation. Le bassin de l'Amazone abrite la plus grande forêt tropicale au monde. Au Brésil, les satellites ont aidé à localiser les défrichements illégaux et à réduire drastiquement la déforestation de 80% après un record en 2004. Mais la déforestation reste un problème majeur. La disparition des forêts dans le monde a de nombreuses conséquences. Destruction de maisons, d'habitats pour la faune, réduction de la biodiversité, augmentation des émissions de gaz à effet de serre, perturbation du cycle de l'eau et érosion accrue des sols. Les processus de déforestation se font souvent avec des défrichements par brûlis et même si la pratique est interdite en cette saison, il semble qu'elle soit illégalement employée. L'objectif est alors de transformer des terrains boisés en zones d'élevage ou de culture en profitant d'une terre fertilisée après le passage des flammes. Mais les manœuvres sont parfois mal contrôlées et elles peuvent dégénérer en gigantesques incendies très difficiles à endiguer.
Et si les exploitants peuvent toujours se frotter des mains d'avoir bientôt des terres cultivables, d'autres se réjouissent moins. En effet, la forêt amazonienne héberge non seulement une flore et une faune incroyables, mais elle est aussi l'habitat traditionnel de nombre de peuples indiens autochtones. En 2000, un recensement avait estimé la population indigène non assimilée, c'est-à-dire n'ayant pas adopté la culture occidentale, à 700 000 personnes. Pour la plupart des Indiens, la forêt n'est pas seulement une zone où s'installer. En effet, des croyances ancestrales ont tissé des liens bien particuliers entre ces hommes et la nature qui les entoure. Serve para a gente usa para cicatrizar a ferida e também a gente usa para pintar arumã que a gente chama para fazer artesanato. Isso daqui a gente chama Yapucuriuaú, que serve para febre, que serve para dor de cabeça. A floresta para nós, né, tem muitos remédios para curar as doenças. Aí nós queremos a nossa floresta fica mesmo jeito, a nossa terra, nós viver tranquilo. Vivre tranquille sur son territoire, un droit qui semble aujourd'hui de plus en plus inatteignable pour les autochtones du monde entier. En réaction aux incendies, Jair Bolsonaro a laissé entendre que des ONG pourraient être à l'origine des départs de feu pour lui nuire et obtenir des subventions. Quoi qu'il en soit, le ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, a expliqué que le gouvernement brésilien avait déployé tous les effectifs et les avions nécessaires pour lutter contre les incendies. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Floriane Jeanne. Mercredi soir à 22h30, un violent incendie s'est déclaré à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, dans le Val-de-Marne. La partie touchée est un immeuble d'habitation indépendant de la partie soins dans laquelle sont installés soignants, étudiants et personnel technique d'astreinte. Le bilan fait état d'un mort, une femme qui était logée sur place et 8 blessés, dont 2 pompiers. Ce matin, les soldats du feu étaient encore sur place pour sécuriser le bâtiment. Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP, s'est rendu sur place et assure que le bâtiment était conforme. L'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Une première plainte déposée dans l'affaire des bébés sans bras. Les parents d'un enfant victime de malformation ont déposé une plainte contre X pour mise en danger d'autrui alors que l'enquête avait exclu toute investigation supplémentaire. De quoi rouvrir le dossier avec cette fois-ci un juge d'instruction spécialiste des questions sanitaires et environnementales. Une garantie d'indépendance pour cette famille qui a trouvé la première enquête lacunaire et insuffisante. Les plaignants ont un petit Louis, 6 ans, né sans doigt sur la main droite. Sa mère, avant que l'affaire n'éclate, pensait que c'était un coup du sort. Elle est désormais persuadée que ce n'est pas une coïncidence. D'autres familles, elles aussi concernées, sont susceptibles de rejoindre leur plainte. Un maire révoqué par le Conseil des ministres suite à ses déboires. Stéphane Sikowski-Samier, le maire d'Yverdroit d'Edin, qui a enchaîné mise en examen et garde à vue, vient d'être démis de ses fonctions. Acquisition d'armes de 3e catégorie, prise illégale d'intérêt, complicité de faux et usage de faux en écriture publique et détournement de fonds publics. La liste de ces méfaits est longue. À 22 ans, il reste conseiller municipal mais sera jugé au tribunal correctionnel d'ici 2 semaines. Dans le Nord, des Roms tentent un remake de Massacre à la tronçonneuse. Mardi, alors que des gens du voyage tentaient d'investir illégalement un parc communal, le maire de la ville de Main s'est interposé. Les cadenas et les chaînes du parc avaient déjà été formés et un homme attaquait un poteau en bois qui bloquait encore l'accès à la tronçonneuse. Lorsque le maire Philippe Baudrin a voulu mettre un terme à l'opération, il a d'abord reçu des insultes, puis un violent coup de poing à la figure. Alors qu'il se relevait et demandait à nouveau à l'homme de cesser, une femme s'est précipitée sur lui en le giflant et l'homme s'est mis à le menacer avec sa tronçonneuse. L'élu déclare n'avoir jamais connu un tel déchaînement de violence en plein jour devant des témoins. Il ajoute qu'il y a un problème avec le refus de s'intégrer d'une certaine catégorie de la population. Philippe Baudrin a déposé plainte pour coups et blessures, dégradation de biens publics et menaces de mort. Mauvaise pioche pour un voleur à Bayonne, alors qu'il tentait de s'en prendre à des conducteurs au volant de leur voiture. Un délinquant a finalement tenté de carjacker une femme policier dans une voiture de police banalisée sur place dans le cadre du G7 de Biarritz.
Après plusieurs tentatives infructueuses sur d'autres voitures, c'est aux alentours de 5 h du matin que l'individu est tombé sur la fonctionnaire de police qui l'a immédiatement interpellé. L'auteur des faits comparaîtra sous peu devant la justice. En Floride, des panthères et des lynx touchés par une mystérieuse maladie. Il s'agirait d'une maladie neurologique qui empêche la coordination des pattes arrière, dont la cause n'est pas encore connue. Les autorités américaines enquêtent et plusieurs pistes sont envisagées. Maladie infectieuse, déficience nutritionnelle ou exposition à des produits toxiques liés à l'activité humaine. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Retrouvez dès à présent notre programme d'été avec au programme François Biot de Lochner, Gérard Fauré et Simone Veil avec un W. C'est maintenant la fin de cette édition. Tout de suite, une chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Nous avons un petit square près de l'église, enfin square c'est le mot parce que c'est un carré parfait. Il y a 4 arbres et 4 bancs qui encadrent une fontaine minuscule et l'été c'est charmant mais il n'y a jamais personne. Et un soir que j'étais assis avec mon chien dans un coin de ce lieu silencieux, un monsieur d'une 50aine d'années est venu s'asseoir en face de moi, enfin, légèrement décalé parce qu'il y avait la fontaine entre nous, et il m'a parlé de mon chien d'abord, c'est toujours une excellente entrée en matière, avant de me dire que c'était dommage que cette petite place ne soit pas fréquentée et qu'il y avait une perte totale de la vie sociale. Il faisait dans les 25-30 degrés, il n'y avait pas un nuage dans le ciel, pas une voiture, et quand on entendait l'oreille, on entendait un brouhaha qui était celui des télévisions. Dans les moindres ruelles, en effet, il y avait des fenêtres ouvertes par lesquelles on entendait la rumeur de la vie des autres qui habitaient loin, alors que la vie des gens d'ici avait été comme siphonnée par ce qu'il y avait à voir ailleurs. Le monsieur m'a dit, vous avez vu les photos du siècle passé que le Conseil général a fait plastifier pour les mettre à tous les coins de rue ici, pour les touristes, et bien c'est incroyable quand on y pense. Il y a 100 ans, un 20 juillet, à cette heure-ci, il y avait 100 personnes dehors, sans parler des chiens et des chats, alors que là, on n'est que tous les deux, tous les trois avec votre chien, et c'est là qu'il a fait la comparaison avec l'Italie, et je me suis souvenu que Gustavo, notre bouquiniste d'origine génoise, chaque année à la même époque avait un couple de ses cousins qui habitaient à Nice et qui venaient, et qui étaient de Gênes aussi, et ce cousin, donc apparemment c'était lui, c'était ce monsieur qui me parlait, il se nommait Enzo, et il avait une petite agence de publicité à Nice. Il a pris vigoureusement la défense de l'Italie en disant qu'à cette heure-là, à Vérone, à Bologne, sur toutes les places les plus minuscules, eh bien les adolescents se donnaient en spectacle, et les vieux lisaient, les grands-mères papotaient, les joueurs de cartes hochaient la tête, et les enfants tournaient à bicyclette, et personne n'avait renoncé à la vie en commun pour la télévision. C'était comme ça, l'Italie c'était comme ça. Alors je lui ai fait observer quand même, puisqu'il habitait à Nice, que tout le monde n'était pas toujours ravi de voir se rassembler des gens sur les places publiques à Nice et que les riverains en avaient par-dessus la tête. Mais il m'a dit, dans les villages, les villes italiennes, la vie sociale dehors ne fait pas tellement de bruit. Elle se réduit parfois à un murmure, à une rumeur, un bourdonnement comme devant une ruche. Les gens sont là tous ensemble pour voir et pour être vus et pas pour se faire remarquer. C'est ça la différence entre les villes et les campagnes d'ailleurs en Italie. Tandis qu'ici en France, à part ceux qui veulent se faire remarquer et qui sont les mêmes partout, les gens ne veulent plus voir et être vus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, m'a-t-il dit, mais les gens qu'on ne voit jamais dans la vie sociale, jamais au café, jamais à l'église, jamais dans la rue, eh bien sortent à 6 h du matin pour aller arroser au jardin et rentrent chez eux dès les premières voitures. Donc il y a un refus progressif du regard d'autrui, c'est assez grave. Les gens ne veulent plus se montrer et ils ne veulent plus que les autres les voient. Je lui ai objecté que Gustave, heureusement, représentait le parti de ceux qui se montrent et que c'était un résistant, un gilet jaune.
Oui, mais les gens le lui reprochent, m'a-t-il dit. Et là, j'ai jugé que c'était vrai, parce que le paradoxe, c'est que si on reprochait volontiers, en effet, à Gustave de se mêler de tout, lorsqu'il n'était pas là, eh bien tout le monde se référait à lui, se demandait ce qu'il en penserait quand il n'était pas là. Même vous, plusieurs fois par courrier, vous m'avez demandé ce qu'il en penserait. Eh bien, continuez, je vous en prie. Merci. Et abonnez-vous.